Bonjour à tous, le live va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du coup. Aujourd'hui je suis avec mes invités que je vais vous présenter juste après. Dans ce nouveau live handicap, on vous a concocté plein de petits sujets intéressants avec des invités exceptionnels et des vidéos, des témoignages et bien sûr un petit jeu pour la fin. Donc, on fait ce live parce que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'est déroulée du 14 au 20 novembre 2022. Cette initiative de l'ADAPT est organisée depuis plus de 20 ans pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans leur vie de tous les jours et dans leur vie professionnelle. Pour nous, c'est une semaine qui est organisée en collaboration avec le Pôle emploi et d'autres acteurs tels que des entreprises, organismes d'accompagnement, des personnes en situation de handicap et d'autres missions locales. Donc je vais commencer directement avec la première partie, c'est l'handicap et la vie quotidienne. Nous avons un grand public aussi en face de nous, on n'est pas tout seul. Donc voilà, ça met un peu la pression, mais ça va, tranquille, on gère. Donc pour cette première partie, nous sommes accompagnés de Vanessa et Anthony. Je vous laisse vous présenter un à un. Alors bonjour à tous, donc je suis Vanessa, je travaille à la mission locale, je suis de Cannes, Pays de l'Érins, excusez-moi. Je suis conseillère et je suis depuis peu de temps référente handicap. Voilà. D'accord, merci. D'où ma présence aujourd'hui. Et bonjour, moi c'est Chattard Anthony, je viens de la mission locale de Villeneuve-Loubet. Et puis voilà. Merci tous les deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc tout d'abord, on va définir qu'est-ce que le handicap. Par pure définition, si nous devions donner une définition du handicap, ce serait traduit par la difficulté qu'éprouvent des personnes à vivre normalement dans leur environnement en raison de problèmes physiques, mentaux ou sensoriels. Donc le handicap peut prendre des formes diverses et apparaît à tous les âges, transformant la vie de manière permanente ou ponctuelle, évolutif, où ça apparaît brusquement et il exige des adaptations importantes. Maintenant, je me retourne vers vous, les invités. Quelle est votre définition à vous du handicap ? Alors, ma définition à moi, je reprendrai peut-être celle que tu viens de donner. Et moi, je parlerai de contraintes. Donc, de contraintes dans la vie du quotidien, dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Des contraintes, en effet, qui peuvent intervenir au cours de la vie ou qui peuvent être dès la naissance, qui peuvent apparaître dès la naissance et qui ont un impact sur la vie quotidienne et la vie professionnelle également. Voilà. Merci. Voilà Vanessa. Merci. Tu vas rajouter quelque chose ? Non. Donc, maintenant, on va voir les types de handicap. Donc, il se peut qu'on ne les connaisse pas tous. Moi, avant de travailler sur le live, personnellement, je ne les connaissais pas tous. Donc, voilà, on en apprend tous les jours en faisant des lives. Nous avons le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap auditif, le handicap visuel, les déficits intellectuels et les maladies invalidantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma liste ? Est-ce que vous voulez en rajouter peut-être Non, c'est tout normalement. C'est tout ? J'ai bien fait mon travail. J'ai bien recherché. Alors Anthony, parle-nous un petit peu de toi. Quel est ton rapport avec le handicap ? Est-ce que c'est de naissance ? Est-ce que c'est arrivé suite à un accident ? Tu peux aussi ne pas en parler si tu ne souhaites pas en parler. Enfin, tu nous dis ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dire, tu ne le dis pas. Alors, moi j'ai une demi-hémiplégie de naissance. D'accord. Donc on ne sait pas d'où c'est venu. D'accord. Donc c'était à la naissance et j'ai grandi comme ça. J'ai fait une opération du pied en 2010, si je me souviens bien. Et parce que, si vous voulez, je marchais sur la pointe des pieds.
D'accord, ok. Et du coup, on a fait en sorte à ce que que je puisse marcher sur le talon. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, donc le handicap, si je peux dire comme ça, c'est que tu ne pouvais pas poser le talon, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et après, j'ai un problème à la main. Oui. Donc, si vous voulez, c'est plus au niveau du poignet. Mais sinon, voilà. C'est articulaire? Oui, je pense que c'est articulaire, oui. D'accord, ok. Bah merci. Bah, de rien. Est-ce que dans ton quotidien, tu as des aménagements pour ton handicap chez toi, au travail, à l'école? Alors moi, non. Enfin, étant plus petit, j'ai eu quelques petits aménagements. Mais en grandissant, j'ai appris à vivre avec et du coup, on me les a retirés et j'en ai plus besoin. Oh, bravo. Donc, au cours de la semaine de handicap, nous avons assisté avec le Lab et la mission locale du Pays de Grâce, donc tout le Lab, Madiane, Quentin, etc., à la projection du film Presque, où Vanessa aussi, où vous y étiez, organisée par la mission locale du Pays de Grâce, mission locale de Cannes et du Pays de les Reims, pardon. Donc, il y avait plus d'une soixantaine de participants. Et l'objectif de la matinée était de sensibiliser, partager autour de l'emploi et du handicap. Personnellement, j'ai adoré cette matinée. J'ai découvert plein de choses. Les personnes étaient très touchantes. J'ai aussi parlé au micro, etc. C'était top. Donc, si la régie est prête, on va passer à la projection de la bande-annonce du film Presque. Et moi, je vais vous la montrer aussi sur mon téléphone. Hop là, je prépare tout ça et on est ready. C'est bon. Moi, si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde. Et tu veux aller croupir sur une île déserte? T'es pas heureux? Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous faites quoi dans la vie? En général, quand je le dis, ça jette un froid. Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes complètement... Qu'est-ce que vous foutez là? Je voulais faire une expérience métaphysique. Je vais vous larguer comme ça en pleine nature? Mais y a pas de problème. Tout va bien. Je vous dérangerai plus. Il lui faudra autre chose? Ah, je sais pas. Ça ne vous dérangerait pas si je dormais dans le même hôtel que vous? Je serais content. On est tous embarqués comme dans un train. On ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination, mais on est à bord. C'est votre frère? Non, c'est mon ami. Moi, le regard d'autrui, je m'en branle! Moi, je trouve que t'as l'air normal. Ça se voit pas. Presque. On vient de visualiser la bande-annonce. C'est bon, on m'entend? Ok, parfait. Désolée pour les invités, vous ne pouvez pas voir, mais on va le mettre par la suite. Merci en tout cas de m'avoir invité, la mission locale de Cannes, nous avoir invité la mission locale de Grasse. C'était un vrai plaisir. Et on va maintenant regarder un petit réel qu'on a fait sur la matinée, donc qui dure 20 secondes pour que vous ayez une aperçu de ce qu'on a fait quand même, que tu aies une aperçu. Donc si Madiane est prêt à envoyer, on envoie.
Voilà, donc les invités ont visionné ce qu'on avait fait cette matinée. Merci à Vanessa d'avoir animé tout ce ciné-débat, voilà, qui était super intéressant. Donc on va revenir sur une phrase qu'on a vue dans le réel d'Alexandre Jolien. Donc c'est l'acteur principal du film Presque. Rencontrer l'autre, c'est aller vers un autre monde, sortir de soi, de ses repères, de ses carapaces et de ses armures. Sortir des rôles que nous jouons. Est-ce que cette phrase vous parle à tous les deux? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que tu peux en dire plus? Faut toujours aller vers les uns, vers les autres. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, même en ayant mon handicap. Oui. Donc, je trouve ça normal. D'accord, merci. Vanessa? Pour rebondir, oui, donc aller les uns vers les autres. Alors, c'est vrai que le handicap, c'est l'objet aujourd'hui du live, hein, oui. C'était l'objet du ciné-débat dans le cadre de la semaine européenne des personnes en situation de handicap. Il est important qu'on en parle, surtout en termes d'accompagnement quand on est dans l'emploi. Et aller vers le handicap aussi et l'inclusion, inclure des personnes en situation de handicap dans des structures, dans des entreprises. On a une législation, on va en reparler un peu plus tard, mais voilà, je trouve ça important, aller les uns vers les autres, aller à la rencontre les uns des autres et aller peut-être au-delà des apparences. Oui, apprendre aussi sur les autres. Oui. Merci beaucoup. Donc également, lorsque nous avons pris notre petit cocktail qui était trop bon, on peut voir Quentin qui se régale sur la vidéo. Quentin il y avait les œuvres d'un peintre en situation de handicap qui s'appelle Robin Sanchez qui était exposé. C'était très beau et c'était très touchant de voir que tout le monde peut faire ce qu'il veut, en fait, sa passion, même en étant handicapé. Alors Vanessa, est-ce que vous pouvez nous faire un petit débriefing de cette matinée ? Alors, petit débriefing, c'était une grande première, à la fois pour la mission locale et pour moi-même. J'ai été satisfaite. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des personnes qui ont participé étaient contentes du film, ont apprécié le film, j'ai l'impression. Ah oui, carrément. Et il y a eu des échanges. Oui. Voilà. J'avais un petit fil conducteur et puis bon, voilà. Comme les tout gens ciné-débat, ont osé dire certaines choses. D'ailleurs, Robin est intervenu, le jeune artiste, sa maman, voilà, des jeunes, des moins jeunes. Et donner, voilà. Le but, c'était de parler du film, mais c'était aussi de parler du handicap et peut-être du quotidien de chacun. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait avec brio. C'est ce qu'on a pu, oui. Quelle est votre réaction par rapport à cette bande-annonce ? Est-ce que tu as déjà vu le film ? Alors, moi, j'ai eu l'occasion de voir le film, donc, que j'ai loué sur un site de streaming. Donc oui, je l'ai vu et franchement, il m'a grave touché. Ouais, je pense qu'il nous a tous touchés, tous ceux qui ont regardé. Même Quentin, Madiane qui était avec nous, Adil, Stéphanie aussi. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur le handicap au quotidien. Donc je me tourne vers toi encore, Anthony. Comment est-ce que tu vis le regard des autres ? Si tu veux nous en parler. Alors, le regard des autres, j'ai appris vis-à-vis des années à ne plus faire face. C'est-à-dire qu'avant, je me souciais tout le temps de ça, de mon attitude, qu'on me regardait tout le temps. J'avais toujours peur de faire mal, etc. Mais au fil des années, j'ai appris à arrêter tout ça et à ne plus se fier aux autres, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Bravo. Parce que ça ne devrait pas te freiner. Et ça devrait freiner personne, d'ailleurs, qui est handicapé. On n'a pas le droit d'avoir de la discrimination envers les uns et les autres. Est-ce que parler de votre handicap, de ton handicap, du coup, est-ce que c'est difficile pour toi aujourd'hui ou est-ce que ça l'a été pendant un moment ?
Non, pas du tout. J'ai toujours été ouvert par rapport à ça. Mhm. Donc j'en parle Enfin, c'est normal pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, elles, ont du mal à en parler? Bah, d'essayer de se livrer et de pouvoir, même si c'est pas forcément à tout le monde, essayer de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien ou quoi que ce soit pour en parler, Mhm. tout simplement. Ne pas non plus se renfermer sur soi-même. C'est ça, exactement. D'accord. Bah, merci beaucoup à tous les deux. On va lire le chat un petit peu parce que je vois qu'il y a eu des réactions. Donc on a salut, bonjour, donc bonjour à tous. Follow un max pour le handicap. Incroyable live, merci beaucoup. Force et soutien, un petit clin d'œil. Hop. N'hésitez pas à me follow aussi et à me soutenir avant mon passage. Je ne sais pas qui c'est qui met ça. C'est toi, Adil. La régie est trop technique. Heureusement que la régie est là. Vanessa, super. Courage, Adil. Tu vas y arriver. Salut, Isorbella. Salut. La régie, super. Une régie au top. Bonjour à tous. Animation au top. Eh ben, merci beaucoup. On va changer de plateau maintenant. Donc, je vous laisse poser vos micros et jingle maintenant. Donc, nous nous retrouvons maintenant pour la deuxième partie. On est encore avec Vanessa pour parler du handicap invisible. Donc, on va commencer par définir ce que c'est le handicap invisible. Je pense que c'est important parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Les handicaps invisibles peuvent être de plusieurs types. Ça peut être des maladies chroniques ou invalidantes, le diabète, les maladies respiratoires, la maladie de Parkinson par exemple, les troubles cognitifs qui peuvent être confondus avec de la maladresse ou déficience intellectuelle. Si tu veux rajouter quelque chose à tout moment, n'hésite pas. Alors juste, dis-moi, quand tu parles de troubles cognitifs, troubles cognitifs, par exemple, pour donner un exemple, la dyslexie, les personnes qui sont dyslexiques, dysorthographiques, pour donner un exemple peut-être plus concret. Ouais. Voilà, donc ça c'est un trouble cognitif. D'accord. Donc c'est pas forcément visible, c'est-à-dire que la personne, ça va être visible quand elle va écrire, quand elle va lire. Mais les personnes dyscalculiques ici, ça fait partie. Tous les troubles 10 sont des troubles cognitifs. D'accord, ok. Merci. De rien. Donc, ça peut être une déficience, je continue, visuelle, auditive, un trouble mental, comme la schizophrénie, la bipolarité. Et voilà, je le dis, la dyslexie, dyspraxie, la maladie chronique, tout ça. Les troubles concernés sont extrêmement divers, bien sûr. Et la situation de handicap peut être récente ou parfois passagère. En France, on compte 12 millions de personnes en situation de handicap. Parmi elles, plus de 9 millions en handicap invisible. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Oui, alors on parle de handicap et de handicap invisible en l'occurrence. Ça touche donc beaucoup de monde. Ouais. Et quand il s'agit d'un handicap invisible, en général, moi, j'accompagne des jeunes de 16 à 25 ans. Et quand il est question de handicap invisible, moi, c'est quelque chose que le handicap ou les contraintes de la personne, j'en tiens compte. Et quand je pense qu'il y a une situation de handicap, j'en parle et je fais un travail avec le jeune ou la jeune par rapport à ça. Et souvent, je remarque qu'il y a de plus en plus de handicap invisible. D'accord. Et du coup, il y a tout un travail pour prendre conscience que oui, c'est un handicap. Ok. Et qu'il faut en tenir compte au quotidien. D'accord, ok. Parce que peut-être certains jeunes ne se rendent pas compte que c'est un handicap pour eux, c'est ça ? Parce qu'ils compensent depuis des années. Par exemple, une personne qui est dyslexique, alors il peut avoir eu un accompagnement pendant sa scolarité ou pas du tout. Il a été en difficulté, ça n'a jamais été dit. Comment dirais-je, ça n'a jamais été dit ou excusez-moi, je non, pas de souci. Comment on dit, diagnostiqué. Oui, diagnostiqué, voilà, j'allais dire prononcé par un médecin, donc voilà, diagnostiqué. Donc, et on compense, et on a des difficultés, et on n'a jamais mis les mots dessus. Voilà. D'accord. C'est important d'en parler. Oui, Parlons-en, vraiment.
Donc, dans le cadre de la semaine de l'handicap, nous avons reçu Angélique pour les Duo Days. Le but était qu'elle passe une journée avec nous pour voir notre travail et échanger sur les différents sujets. Donc, Angélique, vous allez avoir son interview, donc elle va se présenter, voilà, dire pourquoi elle était là, etc. Si la vidéo est prête, on y va maintenant. Et je te montre aussi la vidéo, parce que sinon... Angélique, j'ai 24 ans, je suis atteinte d'un handicap qui est le borderline et le stress somatique. Le borderline, c'est assez compliqué à expliquer, mais il y a énormément de symptômes en fait. Il y a à peu près 9 symptômes, j'en ai 8 et ça passe beaucoup sur tout ce qui est dépression, émotion, abandon. Le stress somatique, c'est-à-dire que dès que j'ai de la pression, dès que je commence à travailler et que je ressens un stress de mal faire les choses ou autre, je suis malade et du coup je dois arrêter de travailler. Ça peut être un frein dans certaines situations, s'il y a des handicaps moteurs ou pour bouger. Après, il peut y avoir des handicaps comme le mien qui ne se voient pas et qui peuvent poser des soucis autres que visibles en fait. Les gens ne peuvent pas comprendre à des moments dans le travail, donc ça peut être discriminant, mais ce n'est pas mon cas. Alors moi, j'ai été dans le déni pendant longtemps par rapport à ma maladie. Après, on m'a trouvé un diagnostic il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai la maladie depuis que je suis enfant, mais on m'a trouvé le diagnostic que récemment. J'ai accepté, j'ai trouvé ce que j'avais et j'apprends à vivre avec la maladie. Alors pour l'instant c'est difficile, mais il faut se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui ça peut être difficile, mais qu'une fois qu'on a appris à vivre avec, on peut vivre comme tout le monde. Voilà, la vidéo d'Angélique, c'était un plaisir de la recevoir. L'équipe de la mission locale aussi en bas ont reçu un ou une jeune qu'on n'a pas pu par contre interviewer. Donc quels sont tes retours sur la vidéo? Je trouve que c'est intéressant comme témoignage. Parce qu'en plus c'est une personne à qui on a diagnostiqué le trouble il y a peu de temps. Et elle explique bien voilà, qu'il a fallu qu'elle accepte. Ouais. Qu'elle accepte ça. Ouais. Et du coup, c'est ce côté acceptation aussi, moi, dans mon métier, quand j'accompagne les jeunes, c'est, voilà, souvent, il y a un déni, on peut parler de déni par moment, ou alors la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugé par rapport à ça. Alors qu'au final, certes, cette personne a des contraintes, mais elle a des compétences aussi. Elle peut faire des choses. Donc, elle peut s'épanouir aussi dans le travail, dans le quotidien. Voilà. Accepter, certes, ces contraintes-là, ça permet de mieux pouvoir avancer et de mieux pouvoir être accompagné éventuellement aussi. Tu parles de déni. Qu'est-ce que tu fais après comme travail autour de la personne lorsqu'elle est dans le déni, par exemple? Je questionne, je vais poser des questions un peu sur le quotidien. Je vais essayer, voilà, le but, c'est de travailler dans la confiance. Donc, je pose toujours des questions en sachant que la personne, je la mets à l'aise. Voilà, si elle ne veut pas répondre, elle ne répondra pas, si elle n'est pas prête. Lui faire prendre conscience de certaines choses, la mettre en situation, par exemple sur des périodes de stage, des immersions, voir si elle veut travailler, voir voilà, quel est son rapport au travail et si elle décroche un emploi ou une mission d'intérim, par exemple, voir comment ça se passe, son ressenti, comment elle l'a vécu, quel a été le retour aussi de l'employeur, pour qu'elle prenne conscience voilà, de qui elle est, certes, et de ce qu'elle peut apporter aussi. Vraiment un accompagnement profond. On ne la lâche pas, on la soutient. C'est important. C'est important, c'est vrai. Est-ce que vous avez reçu des jeunes en situation de handicap dans le cadre de la journée du Duo Days, vous? Non, pas cette année. Non, on avait pensé à mettre ça en place et on s'est concentré sur le ciné-débat cette année. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait envisagé et qu'on envisagera sans doute pour l'année prochaine. Parce que je pense que c'est intéressant aussi de... Ouais. Alors, est-ce que le handicap invisible est plus difficile à reconnaître ou diagnostiquer que le handicap visible dans la société? Alors, la société, parlons-en. Le regard, on parlait de regard de l'autre. Le fait que là, ce soit un handicap invisible. Voilà. Souvent, voilà, oui, le handicap invisible, c'est... La société a...
il y a du travail encore, je pense. Il y a de plus en plus de personnes avec des troubles, avec des handicaps, qui n'ont pas forcément fait la démarche d'avoir une reconnaissance et qui se retrouvent dans des situations de rupture au niveau du travail, au niveau de la vie quotidienne. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est le handicap invisible? Ça reste un handicap. Qui ne se voit pas forcément, mais qu'on n'oublie pas que c'est un handicap quand même. Exactement. Eh ben, merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va passer à la troisième partie. Ça va être le handicap, vie professionnelle et recherche d'emploi. Jingle. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la troisième partie, je répète, handicap, vie professionnelle et recherche d'emploi. Je suis avec Christian, Adil et Anthony. Christian, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Christian, donc, comme on vient de dire, je suis parrain à la mission locale de Cannes depuis pas mal d'années, je dirais. J'ai rencontré dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, certes, dont deux avaient, je ne sais pas trop, on en parlera peut-être plus tard, deux qui avaient un handicap. Voilà, je pourrais en parler. D'accord, merci beaucoup. Adil, je te laisse te présenter. Alors, déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Adil, salarié mission locale de Grasse et personne à mobilité réduite. J'ai un handicap physique. Donc voilà. Ben voilà, je t'ai présenté. Merci. Donc, dans le cadre de la semaine du handicap, nous avons pu participer à une action au Hangar 21 à Grasse avec la participation du Pôle emploi, de Décathlon de Grasse et d'autres partenaires. Adil, t'étais là. Dans un premier temps, on va vous passer la vidéo pour que vous voyez ce que c'était, pour vous donner un aperçu et qu'après on puisse réagir tous ensemble devant cette vidéo. Donc cette action avait pour but de rencontrer des personnes venues de plusieurs horizons, d'échanger sur les difficultés rencontrées face au handicap et par la suite les participants ont pu rencontrer aussi des recruteurs pour le travail. Voilà. Donc on va vous passer la vidéo et moi je vous passe la vidéo juste ici. Si on regarde les chiffres et plus on avance, une personne sur deux sera en situation de handicap au cours de sa vie. Donc je pense que c'est important d'être présent pour les personnes qui nous entourent. Handicap, c'est pas forcément le fauteuil roulant et avoir du mal à marcher. Je m'appelle Manu. Alors du coup je m'appelle Gwenaëlle, donc je suis leader handicap sur le magasin Décathlon Grasse. Alors Adil Muntasser, 31 ans. Alors, je m'appelle Christophe Martin, j'ai 48 ans. Moi, le handicap, c'est très récent. C'est suite à un accident de voiture, donc j'ai eu un problème, j'ai eu un problème à l'épaule. Sorti de là, j'ai pas l'impression d'être handicapé. Il n'y a que quand je porte des charges un peu lourdes où ça devient compliqué. Voilà. Sinon, je le vis très bien. Je suis venu tester aujourd'hui la journée sport handicap. Moi, je peux pas courir à la base, donc je suis venu voir ce que ça donnait en tant que
téléspectateurs. Alors je suis touchée personnellement par le handicap parce que j'ai un enfant en situation de handicap et aujourd'hui je travaille et j'œuvre en tout cas pour pouvoir les inclure dans notre entreprise. Je suis en situation de handicap depuis maintenant 5 ans, voilà, suite à un accident de voiture. J'y suis passé et je suis resté très longtemps à l'hôpital et je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas beaucoup d'aide ciblée. Un moyen de rencontrer des gens, de passer un moment sympa, de rencontrer potentiellement d'éventuels futurs employeurs. Puis le sport c'est sympa tout simplement, donc on essaie d'en faire régulièrement. C'est bon pour la santé. C'est très intéressant, ça permet qu'il y ait du flux, du public et ça permet de faire connaissance avec les gens surtout. J'ai fait un peu de sport, de l'arc, de la sarbacane et un peu de basket. L'inclusion du coup dans notre société par le biais du sport et puis surtout un moment de joie et de bonne humeur d'entraide avec chacun. Moi, je pense qu'on a passé un bon moment, c'est convivial et rendez-vous l'année prochaine. Aider les autres, faut aider les gens. Et les gens qui sont en situation de difficulté justement, il faut pas hésiter, il faut aider, il faut donner de sa personne. Personne n'est à l'abri. Du jour au lendemain, on se retrouve de l'autre côté. Je trouve que c'est vraiment très sympa parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes qui potentiellement ont d'autres handicaps et ça met un peu de leçon des fois. Voilà, sur des gens qui sont en fauteuil, voilà, je me sens vraiment pas handicapé du tout à côté du coup. Je me sens bien portant, on voit leur courage, la manière de faire, c'est assez impressionnant. L'ouverture d'esprit sera importante et pour le bonheur de chacun. L'empathie pour moi ça a toujours été un mot. Le fait d'avancer, d'aider les gens. J'avais un restaurant à Valbonne et je travaillais déjà beaucoup avec des personnes en situation de handicap parce que j'avais envie de les aider et je ne voyais pas pourquoi on mettait ce genre de personnes et de salariés à part, pourquoi ils étaient mis à part aussi de la société. Après l'accident, j'ai continué à avoir la même façon de penser et encore plus fort parce que j'y suis passé. Donc voilà, vous avez visionné la vidéo qui était un petit peu longue, mais au moins on a eu pas mal de témoignages, c'était super intéressant. Alors Adil, est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti sur la matinée parce qu'on t'a vu sur la vidéo. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette matinée? Alors déjà très surpris de cet événement, surpris dans le sens où il y avait pas mal de personnes. Et c'était bon enfant, vraiment une bonne ambiance. Il y avait des activités à refaire, vraiment à refaire. C'était super bien. Ok, merci. Christian, Anthony, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de voir la vidéo comme ça, de l'action qui a été mise en place? Je vous laisse la parole. Ça avait l'air cool. Ça avait l'air cool. Ça avait l'air cool. Moi, j'étais pas là, mais ça avait l'air sympa. Tu aimerais participer peut-être à une action? Ouais, ça serait une possibilité, oui. Ouais, franchement, c'était top. Christian? Bien sûr que essayer de faire l'inclusion de l'handicap dans un milieu par le sport, je pense que c'est l'idéal. Je crois que il y a quelqu'un ici qui travaille dans le milieu de l'handicap et qui passe son message au sein de quand même une grande structure. Moi personnellement, je suis parrain certes, mais je suis papa d'une jeune fille qui est handicapée, pudiquement dit retard des acquisitions. C'est très pudique. Aujourd'hui, ma foi, elle s'épanouit dans son travail. Elle a été incluse depuis pas mal d'années maintenant. Elle est très heureuse. Moi, je reste toujours vis-à-vis de l'handicap. Je suis persuadé que l'handicap, il est surtout chez nous qui ne sont, entre guillemets, pas handicapés. Peut-être pas parce qu'on n'a pas été détecté aussi, il faut être clair. Oui. Mais l'handicap, c'est un mot
dans ce milieu-là, puisque moi, j'ai très souvent contact avec l'handicap par mes enfants et leurs amis, ils sont souvent à ma table, eh bien, l'handicap est souvent chez nous. Le bien important, eux, ils n'y pensent pas, ils sont comme dans une bulle, enfant, depuis tout enfant, ils sont dans une bulle, ils sont chez eux, et l'handicap, plus ou moins, on le retrouve chez nous par rapport au regard qu'on apporte. Mais chez eux, moi, je ne me sens pas... il y a des phasages, il faut être clair, quelquefois. Mais c'est surtout un problème chez nous, je dirais. Oui, chez la vision de la société, de ceux qui se pensent peut-être au-dessus, parfois. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Christian, les garçons? Oui, il a raison. Il a raison, des fois, ça ne visage, etc. Donc, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. J'avoue, ce que dit Christian, c'est très intéressant. Déjà, la vision par rapport à la société, c'est vrai qu'au niveau visuel, tout ça, j'avais peur, moi, au début, de me mettre en avant par rapport à ce qu'allaient penser les personnes qui me regardent. Donc, voilà. Donc Christian, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà parrainé des jeunes en situation de handicap. Sébastien, c'est bien ça, pardon, Sébastien? Oui. J'ai parrainé deux jeunes qui avaient un handicap, mais ça remonte à quelques années. Maintenant, on voit la chose différemment. En fait. Ça n'a pas été facile dans le sens où le handicap, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, il y a différentes formes dans le handicap. Oui. Ça n'a pas été facile dans le sens que, moi, là, je peux en parler de mon premier exemple que j'ai eu là. Ce jeune qui avait 19 ans, il a une vingtaine, peut-être plus, 20 ans d'ailleurs, oui. Eh bien, ce jeune-là, il était pris plus souvent dans les, comme j'appelle ça, dans les vapeurs. Hein, voilà, donc c'est pas facile quand c'est comme ça. Il était à côté très souvent. Il était suivi et il y avait une décision de justice. C'était lourd, c'était très très lourd. La réussite, je pense que et là on n'en est plus là d'ailleurs maintenant à Cannes. Comment dirais-je, quand je sais que nous avons une psychologue. À l'époque, nous n'avions pas cette psychologue qui maintenant peut gérer cette chose-là. Mais c'était moi, au niveau du parrainage, j'étais un peu handicapé parce que, dans le sens, et j'emploie ce mot-là, parce que je ne connais pas la chose et c'était assez lourd. Oui. Il y avait une justice derrière, il y avait des juges, il y avait tout ça. Vous ne connaissez pas le handicap Alors, je ne connais pas... son handicap. Oui, l'handicap... était, si je puis dire, un peu, peut-être comme ma fille, mais il y avait quand même les narcotiques qui étaient au milieu. Voilà, et c'était difficile à gérer. L'autre garçon, quant à lui savait très bien compter. Hein. L'handicap, je ne m'appelle pas qu'il était physique, il ne se voyait pas, il était invisible, certainement. Mais par contre, lui, il voulait avoir un complément de revenus par rapport aux dividendes qu'il reçoit de l'État et tout ça. C'était intéressant, hein. Mais comment le placer là, il fallait encore à l'époque que les employeurs, ceux qui recrutent, entendent ça et le message. Moi, je me suis heurté à tout ça, qui maintenant, avec ce système-là, on arrive déjà plus à approcher le résultat. Oui. Hein. Bien qu'il est difficile, faut-il encore faire passer le message aux employeurs, je pense. Voilà. Oui. Hein. Merci beaucoup. Donc, Christian, nous l'avons entendu. Quelle est votre relation avec le handicap, les garçons? Vous acceptez votre handicap? Alors, moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis une personne à mobilité réduite, j'ai un handicap physique. Après, ma relation... dire plus que ça, je ne sais pas... T'as une question précise ou pas? Ouais, très forte. Non, mais en vrai, vous avez déjà parlé un peu depuis tout à l'heure, vous êtes présenté, etc. Vous avez dit vos ressentis, comment vous l'avez vécu, donc vous avez déjà un peu répondu à la question. Adil et Anthony, est-ce que vous pouvez parler de votre travail, votre parcours? Y a-t-il eu des aménagements dans votre travail pour votre handicap ou scolaire? Donc, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Adil, peut-être? Alors, pour ma part, j'ai commencé, on va dire, à être handicapé à partir de l'âge de 14 ans, 14-15 ans. D'accord. Donc à ce moment-là, j'étais au lycée.
Tant bien que mal, j'ai réussi à finir mon année scolaire, donc le bac, que je n'ai pas eu d'ailleurs au passage. C'est pas grave. Et après coup, j'ai passé un bac pro ARCU qui m'a permis de faire des stages à la mission locale et de travailler à la mission locale. Voilà. Du coup, tu as signé un contrat à la mission locale par la suite. J'ai un CDI maintenant à la mission locale de Grasse. Et ça fait 8 ans que je suis là. 8 ans, c'est beau. Et est-ce que du coup la mission locale a mis en place pour toi, pour que ce soit plus facile ou... Après, personnellement, j'ai besoin de rien. J'ai mal nulle part physiquement. Donc, j'ai juste un siège adapté, voilà. Mais encore une fois, j'en ai pas vraiment besoin. D'accord. Voilà. Ok. Alors, attention, une question un peu qui fait débat. Est-ce que pour vous, doit-on parler d'handicap lors d'un entretien d'embauche ? C'est posé à tous les trois, donc qui veut répondre, répond. Alors, moi au départ, j'évitais. J'évitais mes tout premiers entretiens, j'évitais d'en parler parce que j'aimais pas que ça se voie. Ouais. Et j'aimais pas... Enfin, si vous voulez, si on me posait pas la question, j'allais pas y répondre. Ouais, c'était plus par rapport au regard des autres. C'est ça, exactement. Et finalement, dès qu'on me pose la question, finalement, je réponds. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, non, j'en parle ouvertement. Et du coup, même à l'heure actuelle, sur mon CV, il est marqué en situation de handicap. D'accord, ok, ça marche. Donc avant, si on ne te posait pas la question, tu n'allais pas dire lors d'un entretien d'embauche, je suis handicapé, etc. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais si on te posait la question, tu n'allais pas mentir. Non, j'allais pas mentir, mais voilà, j'avais du mal à en parler. Tu parler. la salive. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Adil ? Du coup, comme Anthony, au début, j'avoue que j'évitais d'en parler. J'ai pas eu non plus énormément d'entretiens d'embauche. J'en ai eu un avec la mission locale. Donc, avec mon ancien conseiller Nicolas Bongianni, qui m'avait emmené au Rouret pour devenir animateur. Et à ce moment-là, c'était pas encore tout à fait établi que j'étais une personne à mobilité réduite. D'accord. Mais j'en ai parlé à mon conseiller seulement. Ok. Donc au début, non, ça me gênait un peu d'en parler. Et puis au fur et à mesure, j'en parlais ouvertement. Pour vous, c'est utile d'en parler dans un entretien d'embauche par rapport à votre handicap ? Je pense à l'heure d'aujourd'hui, oui. Parce que, vous voyez, pour mon dernier emploi, j'ai une spécialiste qui m'a demandé si j'avais plein d'aménagements, etc. D'accord. Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est utile d'en parler, oui. Ouais. Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très utile d'en parler parce que les employeurs peuvent obtenir des subventions et peuvent d'ailleurs aider les personnes à mobilité réduite dans tout ce qui est achat de sièges, achat d'outils pour favoriser la vie professionnelle de ces personnes en situation de handicap. Donc ouais, c'est important. J'ai vu que vous avez hoché la tête. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Il y a plusieurs catégories dans l'handicap, que je sache. Et là, la mission locale, je pense que le chemin qu'elle devrait prendre, c'est d'être avec ce qu'on appelle la RQTH. L'handicap un peu plus difficile, ça sera pas facile en tant que parrain ou en tant que mission locale. Il y a aussi un regard, il faut avoir ce regard-là, que quelquefois ça regarde le côté médical aussi. Moi, je sens, personnellement, en tant que parrain, je suis là pour mettre au travail, mais je ne suis pas là pour soigner, ce n'est pas mon travail. Il ne faut pas mélanger les deux, je ne suis pas un professionnel. J'ai un passé
professionnel, mais pas un professionnel médical. Donc il faut faire attention de ce qu'on parle. Maintenant, le fait de dire il y a un handicap et un handicap même invisible, il est à conseiller par rapport à ce que nous a dit Adil, dans le sens où il faut bien le dire, il y a des aides, l'employeur est aidé, il y a des subventions, c'est tout entouré depuis les nouvelles lois, c'est très intéressant à le dire, mais il faut arriver à persuader les jeunes. Ce n'est pas évident qu'ils acceptent de le dire. Voilà, il y a un travail à faire. Comme nous disait tout à l'heure Vanessa. Tout à fait, exactement. Alors, Adil et Anthony, est-ce que vous avez déjà vécu de la discrimination au travail ou lors d'entretiens d'embauche? Alors moi j'en ai subi une fois. Une fois Si vous voulez, donc je passais mon diplôme CBGEPS. Ok. Donc c'était un diplôme d'animateur. Mhm. Et si vous voulez, j'avais besoin de rechercher un stage. Donc pour passer mes stages. Et je suis parti à la mairie d'Antibes. Okay. Pour travailler à la mairie d'Antibes. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le Covid. Le Covid. Et si vous voulez, on m'a passé un document que je devais remplir avec mon médecin traitant. Comme quoi, le Covid, si vous voulez, si je pouvais travailler avec le Covid. Donc moi, avant le Covid, j'ai bien travaillé. Et si vous voulez, sur cette fiche, il y avait marqué, comme par hasard, le nom de mon handicap, donc c'est-à-dire hémiplégie. D'accord. Et du coup, le médecin n'a pas pu me remplir cette feuille, et du coup, je n'ai pas pu trouver de stage, du moins là où je voulais aller. Et du coup, j'ai dû me trouver un autre stage, du coup, à Cannes-sur-Mer. Mais j'ai vu le médecin du travail, etc., pour comprendre. Oui. Et j'ai pas eu de réponse. Il n'y a pas de réponse concrète. Pas de réponse. D'accord. Adil? Pour ma part, il y a des situations éventuellement qu'on peut prendre pour de la discrimination, mais c'est pas avéré ou il n'y a pas plus que ça que des suppositions de ma part. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de discrimination, c'est interdit par la loi. Bien sûr. Donc voilà, il faut faire attention à ce niveau-là. Oui. Par rapport aux discriminations, nous avons fait un live il n'y a pas très longtemps sur justement les discriminations lors des entretiens d'embauche. Voilà, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir. Je continue. Du coup, on parle des situations des personnes avec une RQTH. C'est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. Il faut savoir que l'obligation d'emploi est de 6% pour des entreprises supérieures à 20 salariés. Nous retournons vers nos invités. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Christian, oui. Moi, je les ai regardés, ces chiffres. Il reste beaucoup quand même, quand on voit 6%, il reste beaucoup de... J'ai regardé le nombre, je les ai quelque part, le nombre d'emplois. Je ne sais pas où je l'ai noté, par contre, mais 54% ont moins de 20 salariés. C'est les chiffres INSEE. Et soit 46% de plus de 20 salariés. L'obligation d'emploi est de 6%, c'est la proportion de l'effectif total de l'entreprise supérieure à 20 salariés. Moi, ces chiffres, je pense qu'il reste quand même beaucoup de sociétés qui pourraient faire l'effort d'encadrer un handicap, de prendre en charge un handicap, parce qu'il y a beaucoup quand même de sociétés, quand on voit 54% ont moins de 20 salariés, ça veut dire qu'il y a 54 allés à 100 qui peuvent prendre, ça ne correspond pas aux chiffres qu'on a là quand même, hein, il me semble-t-il, je ne suis pas comptable, mais il pourrait y avoir un effort nettement supérieur pour accueillir ces personnes-là qui sont en recherche d'emploi et qui ont potentiel à nous faire connaître et une rentabilité
assurer aussi, il faut bien le dire, quand on est employeur, on recherche la rentabilité, mais je garantirai qu'il retrouverait la sécurité de la rentabilité. D'accord, de toute façon, on va y revenir après. Pour la suite de ce chapitre, nous allons vous passer une interview réalisée à la mission locale anti-police. C'est une jeune, Lisa, qui était en situation de handicap et qui a pu trouver une alternance grâce à la mission locale, justement. Moi, j'ai la vidéo ici. Donc, ça va être la première partie. Elle est découpée en 2 parties. Hop. Dès que c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Bonjour, je m'appelle Lisa Dimitriev-Donchev, j'ai 23 ans et j'habite à Antibes. Grâce à la mairie, en fait, je les appelle pour voir s'ils peuvent me mettre en contact avec une assistante sociale. Vous avez quel âge? Hein? Non, mais c'est pas nous, ça, c'est la mission. Contactez-les et vous verrez. Donc du coup, je suis arrivée. Et on m'a dit, non, ça, ils t'ont dit d'aller à la mission locale. Bon, c'est pas grave, viens. Parce que je suis en recherche d'alternance depuis un an, que j'ai pas trouvé d'entreprise, parce que je voulais faire un dossier MDPA, avoir un statut de travailleur pour pouvoir financer un autre fauteuil, enfin des petits trucs de formulaire, mais c'est compliqué, des formules administratifs handicap, donc j'avais besoin de conseils par rapport à ça. Beaucoup expliqué doit être fait pour moi, comment ça va se faire, elle m'a aidé pour mon dossier, elle m'a parlé de formation, c'était vraiment agréable, et puis elle a quand même une certaine positivité qui aide beaucoup. Donc ouais, elle m'a aidé déjà à découvrir d'autres formations. Voilà, elle m'a aidé pour mon dossier qui est enfin donc ouais, elle m'a bien aidé pour tout ce qui est administratif, handicap et aujourd'hui, je vais débuter le 5 décembre une formation de conceptrice développeuse. J'ai été acceptée hier, donc je suis contente. J'adore créer et ça me permettra de créer des sites internet, des logiciels, des applications. Donc ça va être cool. Et puis j'aime bien comprendre l'internet, on va comprendre plein de trucs et ça me permettra du coup de faciliter l'ergonomie, si on peut dire, des sites internet, enfin, de tout ce qui est numérique. Parce que d'accord pour dire que habituellement les boutons sont en haut à droite, mais pourquoi ils sont en haut à droite, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, alors après cette vidéo, est-ce que vous avez des retours? Anthony peut-être? Non, pas forcément. Ok. En tout cas, c'est une belle chose que la mission locale ait réussi à trouver une alternance à cette jeune fille. Adil, tu voulais réagir par rapport aux chiffres tout à l'heure? Oui, par rapport aux 6% déjà, il ne faut pas oublier que à la base, je pense qu'il y avait beaucoup moins de personnes en situation de handicap qui étaient prises dans les entreprises. Donc le fait que ce soit maintenant à 6%, c'est déjà très bien. C'est très bien, mais il y a toujours plus d'efforts à faire, comme disait Christian, d'intégrer ces personnes en situation de handicap dans d'autres entreprises. Allez-y, oui, réagissez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Adil. Bien sûr, c'est déjà très bien, mais il faut être plus gourmand, certainement. Je pense qu'il y a de la place encore. Il y a des choses à faire vis-à-vis des employeurs.
je pense qu'il y a du travail à faire. Je pense que l'handicapé, que je n'aime pas dire ce mot, mais cette différence et tout ça, elle peut être gommée facilement vis-à-vis de... En fait, ce qui retient, c'est un peu la peur, c'est la différence. Et une fois que cette différence elle est tombée, eh bien, je pense que chacun va se laisser aller, c'est normal, c'est comme ça. Voilà, j'ai bien dit, c'est normal. Et ça, c'est très important à attendre, et c'est pour ça que je dis qu'il y a du chemin à faire, et ce n'est pas chez vous que le chemin est à faire, c'est chez nous, disons. Eh bien, merci à tous les trois pour ce plateau. On va changer de plateau, passer aux entreprises, droits, législation, prise en charge. Sur le plateau, Christian et Jean-Pierre Dor qui vont arriver. Je vous laisse avec le jingle. Du coup, pour la quatrième partie, les entreprises, droit, législation, prise en charge. Je vais commencer par lire les commentaires parce qu'on en a eu beaucoup jusqu'ici. Hello à tous, sujet très intéressant. Merci, le live est incroyable, merci beaucoup. Vanessa, wouhou. Isor, notre star, on va se calmer quand même. Peut-être bientôt je passerai à la télé, mais on verra. Coucou tout le monde, coucou Isor, salut à tous. Merci à la régie, oui, ils font du très bon travail. Bonjour l'équipe, bonjour Shakira. Je mets enfin visage sur Adil que j'ai déjà eu au téléphone. Voilà. Le meilleur live de Twitch, faut partager. Tout à fait d'accord avec Isor, notre star, super intéressant. Adil, le GOAT, la machine. Abonnez-vous. Voilà. N'hésitez pas encore à envoyer des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup de personnes pour nos lives et on est fiers de nos lives. Donc, je suis avec Christian et avec monsieur Jean-Pierre Dor. Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Jean-Pierre Dor et je dirige aujourd'hui une entreprise adaptée sur Grasse. Et nous avons aujourd'hui 16 personnes. Alors, il faut savoir qu'une entreprise adaptée a comme objectif en priorité d'accueillir, d'intégrer et d'insérer des personnes en situation de handicap. Petite précision très importante, dans le monde du handicap, vous avez deux types de structures. Une structure de type CAT qui va accueillir aujourd'hui des personnes dont le handicap est lourd. Et puis nous, qui sommes avant tout une entreprise ordinaire et qui accueillons des personnes en situation de handicap avec, comme vous l'avez précisé avant, des handicaps invisibles. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont autonomes au regard d'un poste de travail. Voilà. Merci. Alors, comment votre entreprise est adaptée pour vos employés ? Alors, de façon très simple. Déjà, on a un concept d'entreprise qui n'est pas celle de l'entreprise normale. D'accord. En règle générale, dans nos interventions, les travailleurs en situation de handicap n'interviennent jamais seuls. Ils sont toujours à deux. Tout simplement, pourquoi ? Parce que si on doit reproduire le même schéma d'une entreprise normale, on est une entreprise normale. Et nous, on a à cœur d'accompagner ces publics et justement qu'ils soient toujours à deux au cas où il y aurait quelque chose à gérer ou en tout cas une problématique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en règle générale, au-delà du fait de faire des offres d'emploi ou au Pôle emploi ou au Cap emploi, qui sont des structures qui sont là pour accompagner ces publics-là vis-à-vis des entreprises, on leur permet en règle générale de faire une immersion dans l'entreprise qui leur permet de voir le type de poste, éventuellement les contraintes que ça peut engendrer, voire des fois pas de contraintes, et leur laisser le choix plein et entier de pouvoir effectivement s'insérer dans notre projet d'entreprise. Voilà en règle générale. Et quand tout ça est réuni, nous faisons en règle générale un contrat à la personne d'au moins 1 an, puisqu'on veut qu'ils prennent un petit peu de recul par rapport effectivement à ce type d'emploi.
sachant que nous, aujourd'hui, on a quand même une vocation de tremplin. D'accord. On donne en fait des postes généralistes, mais en règle générale, ce qu'on recherche, nous, dans la situation et dans le projet, c'est que la personne se trouve, puisse à ce moment-là aller vers une formation qualifiante, le cas échéant, si ce n'est pas dans le domaine d'activité qu'on lui propose, et essaye de construire effectivement un parcours professionnel au regard des difficultés qu'il a pu avoir avec son handicap. D'accord, voilà. Merci. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez déjà dû faire face à des situations de discrimination entre employés ou de clientèle? Alors, vous dire non, ça serait vous mentir. Oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est dit, j'ai tendance à croire en l'être humain et à savoir que quand l'être humain a des peurs, il n'en parle pas forcément comme il devrait en parler. Nous, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est dit, nous, quand on suit une personne et quand on veut l'insérer, on ne va pas chercher effectivement si c'est une entreprise de moins de 20 personnes ou plus de 20 personnes. L'embauche d'une personne en situation de handicap dans une entreprise est une stratégie d'entreprise. C'est une volonté du chef d'entreprise. On y reviendra ensuite. Et effectivement, il y a des aides. Mais la situation de discrimination, elle est là, parce que les gens ont peur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, accueillir une personne en situation de handicap avec des gens qui sont dits normaux, c'est vrai que ça peut poser à un moment donné des problèmes. Et l'employeur aujourd'hui a du mal à faire face à ça. Alors, notre travail à nous, c'est d'essayer de l'accompagner avec l'expertise que l'on a depuis des années. Nous, on travaille depuis des années sur ce problème du handicap. Et effectivement, comme disait Christian, les choses sont en train d'avancer. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, il y a toujours cette peur, excusez-moi d'être un peu trivial, aujourd'hui quand on parle à un employeur d'un handicap, il pense de suite à un fauteuil roulant, il pense de suite à des gens qui ont des handicaps majeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont du mal à assimiler comment ces personnes-là peuvent rentrer dans leur entreprise. Il faut dédramatiser la situation, il faut aussi dédramatiser, à mon avis... Voir plus loin aussi. Voilà, dédramatiser aussi, on a souvent parlé du déni chez les personnes en situation de handicap. Juste un petit élément quand même qui serait intéressant de savoir. Nous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise adaptée, on travaille sur les freins. Sur les freins, aujourd'hui, que les personnes en situation de handicap peuvent avoir. Et dans le cadre d'une statistique que nous menons dans le cadre de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, on s'est aperçu qu'entre le moment où la personne est reconnue en situation de handicap et le moment où ils vont venir toquer à notre porte, il y a presque 3 ans. 3 ans où la personne aujourd'hui, elle est avec sa RQTH, elle ne sait pas trop quoi en faire. C'est un débat qu'on a à l'heure actuelle avec la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. On essaye de raccourcir ce temps-là parce que c'est vrai que 3 ans dans la vie de quelqu'un, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est toutes des choses qui avancent aujourd'hui au pas des êtres humains et au pas des volontés des uns et des autres. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, allez-y Christian, si vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, ton prénom, je m'en souviens plus. Jean-Pierre. Ce qu'a dit Jean-Pierre sur l'immersion. L'immersion, je pense que surtout en milieu de handicap, il est important pour justement que l'employeur se décontracte d'une certaine manière. Il faut savoir que moi, dans le parrainage, qu'est-ce que c'est être un parrain? Lorsqu'un jeune à mission locale arrive et rencontre un parrain, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il faut l'encadrer, l'entourer. Et moi, personnellement, même sans handicap, l'immersion, je suis très favorable à ça. Ça décontracte le jeune et ça décontracte l'employeur, les deux. Et la mission locale aussi. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc je continue, merci beaucoup. Pour ce 4e chapitre, on va parler de la loi du 11 février 2005. Alors, donc, la loi du 11 février 2005 est le texte de référence sur les droits des personnes en situation de handicap. Elle a pour objectif essentiel de favoriser l'accès, l'autonomie des personnes en situation de handicap. Alors, pensez-vous déjà que cette loi est respectée dans toutes les entreprises, dans tous les lieux publics, etc.
Oui. Moi, je l'ai lu, là, c'était l'occasion de parcourir en travers. Oui. Hein, je l'ai lu. En fait, je me suis cherché dedans. J'ai cherché les dents que je suis. Qu'est-ce qu'il y a? Et je n'ai pas trouvé grand-chose, en fait. Mais je lis en travers, j'avoue. Concernant les dents, les textes sont là, oui. Sont faits peut-être, je pense qu'en tant qu'aidant, je pense qu'on aurait pu les creuser un peu plus, mais de notre côté, disons que ces textes sont là, mais après, il y a l'application, on entendait parler, des fois il faut 3 ans pour arriver à la chose. Pourtant, le texte, il est là, et depuis 2005, vous avez dit, je crois. Depuis 2005. Vous voyez, et ça va lentement, effectivement, comment bousculer tout ça. Voilà, et là, c'est les dents qui parlent. Hein. Ouais. Je suis passé par là, je sais, c'est très difficile. Voilà. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous me dites, et surtout pour garder un message d'espoir, comme le disait Adil, je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est que ça existe. Voilà. Après, à nous, tous les acteurs, d'essayer de pousser le curseur un peu plus loin, comme je le dis, vers les entreprises de moins de 20 salariés. Il faut aussi connaître bien son territoire, parce qu'en région PACA, on sait qu'il y a beaucoup de petites entreprises. On n'est pas ni dans le nord de la France, ni à Paris. Donc, c'est à nous de travailler, c'est à nous d'accompagner, c'est à nous de rassurer aujourd'hui les employeurs, et c'est aussi à nous de rassurer les personnes en situation de handicap. Quand vous parliez des 3 ans, moi, je parlais des 3 ans. En fait, entre le moment où la personne a reçu sa RQTH, le moment où, vous l'avez dit vous-même, on passe par un déni, on passe par une acceptation, on commence à mettre le nez dehors, on a le regard des autres. Et donc ça, c'est ce temps-là, aujourd'hui, c'est à nous, tous les acteurs, d'essayer de le raccourcir, de faire en sorte qu'on puisse être, à un moment donné, d'abord qu'on soit reconnu comme étant des outils aidant les personnes en situation de handicap, qu'on arrive à leur montrer aussi. Voilà, et je pense que la vie est ainsi faite. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite. C'est vrai que ça ne va pas assez vite. Au regard d'une vie, 80 ans, ça ne va pas vite. Mais au regard aujourd'hui de notre monde, je dirais que il y a déjà la prise en compte. Ce que je sais aujourd'hui de source sûre, c'est que l'État, dans ses missions régaliennes, souhaite je dirais, imposer de plus en plus aux entreprises une cotisation de plus en plus forte pour les inciter effectivement à embaucher des personnes en situation de handicap. Voilà, je pense que les choses aujourd'hui sont en cours. Il faut que nous, on aide effectivement à cette transition au niveau de la société, en sachant que la société le fait sans nous. Hein. Si on regarde les 30 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui et qui, des fois, nous dépassent. Hein. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez déjà connu tous les deux des entreprises qui n'étaient pas adaptées pour vous, pour votre vision des choses, peut-être à l'autonomie des personnes en situation de handicap? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à des entreprises comme ça? Alors, toujours pareil. Vous savez, je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir aujourd'hui avec le problème du handicap. Si aujourd'hui vous visitez l'ensemble des entreprises du bassin canois dans la restauration, ils ne pourraient pas ouvrir parce qu'ils ne sont pas habilités au regard des normes. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est vrai qu'aujourd'hui, la norme des personnes à mobilité réduite, un certain nombre de normes aujourd'hui, des fois sont des freins aux entreprises. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. Alors, bien évidemment, il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu, qu'on soit très clair aussi. Mais il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui, pour des raisons particulières, n'ont pas forcément cette capacité. Mais bon, voilà, après, une fois de plus, je pense que notre travail, c'est de faire avancer les choses et d'essayer de trouver dans un petit trou de souris quelles sont les perspectives qu'on peut avoir de faire embaucher une personne ou 2 personnes. Voilà. Je pense que c'est un travail au quotidien. Les lois, ce sont des choses. Les hommes, ce sont aussi autre chose. Il faut qu'on arrive à mixer les deux pour que des situations sortent de façon favorable pour les personnes en situation de handicap. Merci. Christian, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Moi, je dirais, avec tous ces mots que je viens d'entendre, que chaque fois on ressort, mais c'est chez nous, il est bien important que le problème se trouve. Hein. C'est pas chez l'handicapé, c'est chez nous chaque fois. On revient toujours au point zéro. C'est nous les bien portants qui causons peut-être des problèmes ou ne faisons pas ce qu'il faut. Et pas suffisamment en tous les cas. Ici, il y a bien les 6%, mais pas suffisamment, je pense. Mais ces mots m'ont réconforté quand j'entends parler avec ce langage-là. Eh bien, maintenant, nous allons passer à notre deuxième partie de la vidéo de Lisa qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on va visionner la deuxième partie de la vidéo.
Hop, je vais vous la montrer tout de suite. Juste là. Quand c'est bon, ah, c'est bon alors. Je pense que ça a été un frein parce que quand une entreprise voit un handicap, va falloir être à jour, vraiment l'établissement est adapté parce que la personne va vraiment avoir des demandes. C'est plus simple de prendre un employé ou alors un handicap invisible qui ne demande pas de réaménagement. En tout cas, que la personne arrive à se débrouiller. Prendre une personne handicap visible et qu'il faut sûrement des réaménagements, enfin, ce genre de choses. Donc on m'a freiné. Après, j'ai aucune preuve parce que il y a aussi mes capacités de base qui ont freiné. Donc, des établissements accessibles. Je sais pas, des pentes pour entrer dans le bâtiment, ça serait bien. Des ascenseurs pour aller dans tout, ce genre de choses. Mais juste l'accessibilité, ça sera. On m'a demandé si j'en avais besoin et personnellement, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas eu l'habitude qu'on aménage des choses pour moi. Donc je m'adapte beaucoup. Non. Ils ont déjà un aménagement, spécialement pour moi, c'est pour tout le monde. Ils ont une deuxième entrée avec une rampe pour passer justement à l'établissement. Parce que de base, l'entrée, elle a des marches. Je dirais qu'il ne faut pas abandonner. Alors, il ne faut pas être à fond tout le temps, c'est pas possible. Mais juste pas abandonner, se faire des petites pauses au cas où s'il y a besoin. Et en parler parce que tout le monde a des avis différents, des points de vue différents. Donc ça peut aider. Mais juste pas abandonner. Réalisé par La Bonne Idée. Merci à Vincent pour le montage, etc. qui est là. Peut-on parler de cette vidéo alors? Qu'avez-vous pensé de ce que dit Lisa? Je crois que globalement, elle dit la vérité. Elle parle effectivement des freins qui sont dans l'entreprise. Souvent, on se sert, je dirais, de l'aménagement comme étant un frein. Mais une fois de plus, moi je suis pour, et Christian le disait, quand on fait une immersion, en tout cas ce que je recherche, c'est qu'il y ait un lien qui se crée entre l'éventuel stagiaire et l'employeur. Oui. Je disais souvent, pour avoir eu un passé en mission locale, que souvent quand un salarié, quel qu'il soit, va voir un employeur, l'employeur se pose la question métaphysique qui est de dire aujourd'hui c'est un demandeur d'emploi en plus, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est vrai que ça a été prouvé, hein, la mission locale le dit, le Cap Emploi le dit, c'est que l'accès aux stagiaires rend la situation plus neutre. Ça veut dire que ni l'employeur ni le stagiaire n'a de pression au regard de l'emploi, en tout cas au regard de l'apprentissage qu'il fait. Si on crée un lien, moi je le dis et je l'affirme ici haut et fort, la relation n'est plus la même ensuite. Alors bien évidemment, c'est certain qu'on ne va pas créer un lien en 15 jours, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aborder différemment la problématique de l'emploi, que ce soit avec l'employeur, que ce soit avec le salarié, à partir du moment où il y a un lien humain qui s'est créé. Et je sais qu'on en parlera, mais j'anticipe un petit peu les débats. Mon discours a toujours été vis-à-vis des employeurs de ne pas parler d'aide. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui, c'est mon expérience qui le dit, ça n'engage que moi, que les aides aujourd'hui sont assimilées comme des effets d'aubaine. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens que j'accompagnais qu'il faut qu'ils se vendent eux avant tout, leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur caractère. Et si ça match, ensuite on parlera des éventuelles aides. Ouais.
Voilà. Merci. Moi, je peux parler surtout d'exemples personnels, notamment sur ma fille, qui fait partie de l'ESAT de Cannes et qui a été détachée ici, dans une importante marque de parfum que peut-être je ne vais pas citer, mais ça fait déjà un grand nombre d'années qu'elle y est, de 7-8 ans peut-être. Eh bien, tout se passe à merveille. Elle est enchantée de son travail. C'est son monde à elle, c'est à elle. On ne visite pas, je sais où elle est, bien sûr, mais c'est tout son monde à elle, tout est très organisé, et elle rentre le soir des fois fatiguée, mais voilà une société qui pense à eux, qui sont présents, qui sont généreux, qui sont... pourtant, j'étais très réticent, je l'avoue, mais ils m'ont bien réconforté par leur action. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à tous les deux. Pour terminer ce chapitre, Christian, avez-vous quelque chose peut-être à rajouter autour du handicap, peut-être pour faire un lien avec ce qui suit? Le prochain chapitre parlera de la sexualité. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire? Eh bien, la sexualité, oui, je l'ai évoqué dernièrement à Cannes, lors de la rencontre que nous avons eue. Eh bien, la sexualité, c'est quelque chose de tabou, mais encore tabou, toujours, j'en reviens, chez nous. Ouais. À nous, il est bien important, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Bien sûr. Ils ont besoin d'aimer quelqu'un. Ils sont exactement la même chose. Par contre, ils sont entre eux dans une bulle. Comme ils ont été de tout petits dans une bulle, ils restent dans une bulle, quelquefois coucounés un peu trop, mais ils sont dans une bulle et c'est leur vie. Bien sûr, moi, en tant que père, je ne rentre pas là-dedans, mais on sent que autour des discussions que j'ai pu entendre, eh bien, chacun, c'est important d'aimer, c'est important d'avoir un amoureux, mais ils s'y emploient, ils n'attendent pas après nous, en tous les cas. Ça, je peux vous le garantir. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour la fin? Oui, juste quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais qui a aussi à voir avec ce contexte humain, qui est de dire qu'en règle générale, on aime bien mettre les gens dans les cases. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit qu'en mettant les gens dans la case, à la fois, on a une disproportion de la case et une disproportion de la personne. Et j'aurais voulu terminer juste par cet exemple que j'ai vécu dans mon entreprise adaptée, où on avait une jeune fille qui sortait du IME et où on lui avait prescrit que de toute façon, elle n'avait aucune autre possibilité que d'aller en ESAT. Et cette personne-là avait la volonté de travailler dans une entreprise ordinaire. Nous l'avons accueillie dans notre atelier couture. Et aujourd'hui, on peut être fier que cette personne aujourd'hui ait trouvé son propre contrat d'apprentissage en alternance et dans l'esthétique. Mais si on avait écouté aujourd'hui l'IME, son seul choix aurait été d'être en ESAT. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, attention aussi à toutes ces structures qui ont besoin, dans leur fonctionnement, de mettre les gens dans les cases, quelle que soit la personne, en handicap ou pas. On a besoin qu'elle travaille son projet, on a besoin qu'elle s'exprime. Et les cases aujourd'hui, en France, ce n'est pas forcément les bonnes solutions. Bien sûr. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places. Nous allons changer. Oui. Alors, je vais commencer par lire un peu les commentaires. Donc, il y en a, j'ai vu, qui me disaient que le débat était très intéressant. Merci pour votre participation, Jean-Pierre. Merci, Christian, également. Donc, voilà, IME, Institut médico-éducatif. Vanessa, la meilleure, toutes ML confondues. T'as un fan club là qui t'attend. Alors... Parlons de la sexualité. Bien sûr, ça n'englobe pas que la sexualité.
Les personnes en situation d'handicap n'ont pas toujours cette possibilité. Parfois, il y a des barrières qui existent encore, qui subsistent encore, en particulier dans le regard de la société que pose sur le handicap. Est-ce que vous pensez du coup que la sexualité, l'amour en général, est un sujet tabou dans la société par rapport au handicap ? Alors, avant qu'il y ait sexualité, je pense au relationnel. Relationnel, ouais. Il faut qu'il y ait une relation entre hommes-femmes. Et pour que cette relation soit pérenne, au niveau du handicap, il faut communiquer un maximum avec la personne, l'autre personne. Et du coup, après, s'ensuit la sexualité, donc on ne va pas faire l'histoire. Mais voilà, c'est très important de communiquer, mais et la sexualité, non, c'est pas tabou, pas du tout. D'accord. Donc pour toi, la clé, ce serait la communication. Ouais, avec la société, avec l'autre personne surtout. Oui, je parle dans le relationnel, etc., ou que la société aille communiquer avec les personnes en situation de handicap. Vanessa ? Alors pour rebondir, je rebondis aussi sur ce sujet-là par rapport à ce que disait Christian tout à l'heure. Finalement, est-ce que c'est pas, qu'on soit en situation de handicap ou pas, est-ce qu'on n'est pas logé à la même enseigne vis-à-vis de la sexualité ? Est-ce que c'est pas tabou ? C'est tabou aussi chez les jeunes avec leurs parents. Ça peut être, on est tous concernés par ce sujet. Par ce sujet-là et comme tu disais très justement Adil, avant de parler de sexualité, il y a aussi la relation à l'autre. On revient toujours un petit peu à la même chose. La relation à l'autre, la communication, la façon dont on s'adresse aux autres et la façon dont on s'exprime aussi. Dont on en parle, la façon dont on en parle. Non, je pense que oui, c'est un sujet comme un autre qui concerne tout le monde. Oui. Vraiment. Qui ne doit pas être tabou que pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Exactement. Donc, l'APF France Handicap revendique la reconnaissance d'une vie affective, intime et sexuelle pour toutes et tous. Permettre aux personnes en situation de handicap d'exprimer leurs aspirations, de choisir leur vie affective, intime, sexuelle, et en garantir le respect quel que soit leur mode de lieu et leur lieu de vie. Changer les regards et les mentalités sur les vies intimes, affectives, sexuelles des personnes en situation de handicap en dépassant les préjugés moraux et les interdits culturels. Créer aussi des services d'accompagnement faisant appel à des assistants sexuels formés, permettre la prise en charge financière des produits et aides techniques en matière d'accompagnement à la vie sexuelle. Est-ce que vous connaissez du coup l'APF France Handicap qui revendique ce sujet ? Pas du tout. Tu connaissais pas ? Tu vois, comme quoi. Moi non plus, je connaissais pas avant de faire mes recherches. Association des paralysés de France. Voilà. D'accord. C'est une des plus grosses associations qui milite dans le champ du handicap. Paralysés de France, on pense tout de suite à fauteuil, mais bon, c'est pas. Enfin, oui, ça regroupe ça à la base. Oui, qui milite beaucoup. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous pensez de ces associations ? Est-ce que vous connaissez de ces groupes mis en place ? Qu'est-ce que ça peut apporter pour vous ? Perso, je ne connaissais pas du tout, donc je ne vais pas... je t'ai fait un petit débriefing tout à l'heure dans ce que j'ai énoncé. Ouais, mais... Pour reprendre la parole, par rapport à la sexualité, je reviens par rapport au film Presque, parce que c'est un sujet qui est évoqué dans le film aussi, oui. Donc là, c'est un handicap moteur, et donc la personne, n'a jamais eu d'intimité, et le sexe, c'était pas quelque chose... on voit dans le film, alors je ne sais pas si tout le monde a vu le film, mais cette scène-là, elle est très importante aussi. C'est sur l'image de la personne, comment elle se voit et comment elle se sent vis-à-vis de l'autre. Et il y a cette thématique de la sexualité, mais la relation à l'autre, l'amour aussi,
et le respect. Ouais, surtout. C'est important aussi. C'est une scène très touchante en plus dans le film. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'Association des paralysés de France, pardon. Oui. Et la mise en place aussi et la formation de personnes assistants sexuels. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, on en entend un petit peu parler. Alors moi, c'était la première fois que j'en entendais parler quand j'ai fait mes recherches. Au début, je me suis dit, ah ouais, ça existe, machin. Et après, je suis allée voir un peu plus loin, puis j'ai compris le pourquoi. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai failli m'arrêter. Ah, c'est bizarre, tu vois. Mais au final, j'ai compris derrière. Voilà, j'ai comme eu un jugement qu'après j'ai regretté. Enfin voilà. Mais c'est hyper intéressant en fait. Pardon, je t'ai coupé. Non, si tu veux continuer. Non, je trouve que ton intervention est très intéressante aussi. C'est important. Toi-même, tu le dis, j'ai eu ce jugement dans un premier temps. Ouais. Et on a tous des a priori face à l'inconnu, face à des choses qu'on ne connaît pas. Tiens, assistant sexuel, ça veut dire quoi? Oui, ouais, voilà. Et on se rend compte finalement que le sexe, la sexualité, c'est tabou. Oui. Aussi. Bah, du coup, pour nous aussi. Voilà. Bien sûr. Adil, si tu veux pas répondre à la question, tu ne réponds pas. Si tu veux dire qu'une parenthèse, c'est qu'une parenthèse. Sentimentalement, est-ce que tu trouves ça facile d'aller vers les autres, faire des dates ou est-ce que tu te sens freiné par ton handicap? Bah pour moi, perso, un beau gosse comme moi, c'est trop facile. C'est hyper bien répondu. Non, mais déjà, il faudrait qu'il y ait beaucoup de communication avec l'autre personne avant de... faut qu'il y ait de la communication, parler du handicap, parce que c'est très difficile, surtout me concernant moi au début, j'avais grave du mal, donc les premières années c'était le désert au niveau des femmes. Donc voilà, mais maintenant ça va, ça roule. Hein. Ça roule ma poule. Ça roule. Donc, à ce propos, du coup, d'aller vers les autres, d'essayer de faire des dates, tout ça, on a fait nos recherches et on est tombé sur un YouTuber, du coup, on va vous passer la vidéo, qui a réalisé une expérience sociale, peut-être que vous l'avez vu tourner sur les réseaux sociaux. Le but, c'est qu'une fille donne un rendez-vous à un garçon. Elle est handicapée physiquement, en fauteuil roulant. Et sans le préciser lors des échanges par message, elle ne le dit pas et une fois que le garçon arrive vers elle, vous allez voir les réactions. Donc on s'est demandé nous-mêmes en coupant la vidéo, etc., si c'était des vraies réactions ou si c'était des gens qui avaient joué. Mais après on a eu un recul en se disant que ce soit joué ou que ce soit des vraies réactions, c'est sûr que c'est arrivé dans la vie en fait. Du coup on va vous passer la vidéo et ensuite vous allez nous dire votre ressenti, voilà, à chaud directement. Alors... Là, voilà. Tac. Ça va? T'es un peu gêné? Bah ouais, mais je savais pas que t'étais pas trop normal. Sur Tinder, t'étais différente. Je savais pas que t'étais fauteuil roulant. Je sais pas comment te le dire, mais t'as pas oublié de me dire un truc un peu? Pas parce qu'il y a de drôle. Une meuf comme ça, pour moi, c'était pas normal. On peut pas faire beaucoup de choses. Partir en vacances et tout. Si. Toujours te pousser, et après, au moment, ça va me saouler. C'est quoi cette connerie là? C'est quoi? Ah, par rapport. Ben viens, assieds-toi, on va en parler. T'es en fauteuil roulant, frère, je suis là. Moi, tu me dis, viens à cette heure-ci, je m'habille, frère, j'achète un bouquet de fleurs. C'est quoi ces bails là? Bah, regarde, moi aussi, tu manipules en fait. Jolie pour te voir. Non, c'est pas ça, c'est que c'est compliqué pour moi en fait et je préfère que en parler en face. Je m'en fous. Ouais, t'es jolie et tout, mais tu me mens et tout. Ouais. Non, c'est pas un mensonge, c'était quelque chose que c'est très dur pour moi, j'ai eu un grave accident. Je veux pas parler avec toi, j'ai le bouquet de fleurs, je le prends, je me taille. Ok. Allô? Ouais. Maintenant? Ouais, maintenant je peux pas trop, je crois. Hein. Vas-y, j'arrive. Vas-y, Erat, je suis désolé, mais si tu veux, on se fera ça une autre fois, peut-être. Ok, ça marche, là, je peux pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être compliqué au niveau de la famille et tout, de présenter une fille un peu comme ça.
de pas normal. C'est normal, mais genre, je sais pas, ça peut être un peu mal accepté. Je vais te laisser. Ça marche. Bon après, mais merci Merci, beaucoup. On avait un bon feeling, enfin par message, et j'ai envie d'apprendre à te connaître. Ouais, le fauteuil, ça va être compliqué un peu. T'es pas trop mon style en fait. T'es pas comme moi en fait. Et je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé directement sur Instagram, c'est que j'ai encore un peu du mal, ça a été un peu traumatisant pour moi. J'ai pas envie en fait que les gens s'arrêtent à ça et qu'ils se disent ah bah du coup on pourra pas faire ci, on pourra pas faire ça. Et en fait je veux vraiment que la personne elle apprenne à me connaître, qu'elle se dise ok, même si elle a son handicap, même si ça reste une personne comme les autres en fait au final. Je vois. Après tu vois, moi je regarde pas trop le physique, ça veut dire moi c'est plutôt la personne. Ouais. C'est-à-dire je vais pas m'arrêter, c'est-à-dire s'il y a un bon feeling, tu vois, je vais voir un petit peu la personne à l'intérieur. Donc en vrai, tu aurais pu me parler de ça directement, tu vois. En soi, je suis la même que sur les réseaux, ça change rien à la personne que je suis. Ah, la même Oh, la dinguerie, quand je vais le dire à Milan. Non, monsieur, c'est pas la peine d'ouvrir le deuxième. Ouais. Voilà. Autre chose? Non, je vais juste y aller, vraiment, c'est pas la peine d'ouvrir le deuxième. T'en fais pas, c'est bon. Tu veux quelque chose, tu veux quoi? Un coca. Un coca, vas-y, j'arrive. Merci. J'étais choquée. Bon, voilà pour cette expérience sociale qui a été réalisée. Donc, si ce sont des acteurs ou pas, je cherche pas trop à savoir. Je me dis juste que c'est sûr que c'est déjà arrivé à des personnes. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bah écoute, oui, déjà je pense que comme toi c'est déjà arrivé à pas mal de personnes. Donc après savoir si c'est joué ou pas, c'est pas intéressant à savoir. Après, qu'est-ce que j'en pense de cette vidéo? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la base c'est la communication. Donc voilà, il faut communiquer avec l'autre personne en face, enfin, qu'elle sache avant de se donner rendez-vous, du Donc moins. pour toi, elle aurait dû quand même leur dire qu'elle était dans cette situation. Et ouais, parce qu'ils envisagent, ils envisagent une relation, forcément, il faut en parler. Ouais. Et elle, de son point de vue, c'était plus... directement, s'il va me voir en fauteuil roulant, il va même pas vouloir apprendre à me connaître. Et elle voulait, du coup, de ce qu'elle fait comprendre dans la vidéo, d'abord qu'ils la connaissent intérieurement, et ensuite qu'ils voient que finalement elle est handicapée, mais qu'elle espérait que ça change pas quelque chose. Comme je t'ai dit tout à l'heure... Tu comprends moins ce point de vue, peut-être? Si, je le comprends tout à fait, mais... si ça part sur un non-dit à la base, ouais. C'est mauvais. Enfin, ok. Voilà. Après, avec la communication, il y aurait pu avoir des choses dites autrement, ou voilà quoi. Mais là, directement sur un rendez-vous, voir que la personne est handicapée, ça fait un choc forcément. D'accord. Vanessa? Je vais rejoindre un peu ce que tu disais, Adil. Je pense que... j'essaie de me mettre dans les deux situations. Dans les deux situations, à la place des deux personnes. Alors, la jeune femme en fauteuil, en effet, elle n'a pas voulu évoquer son handicap parce qu'elle voulait, en effet, que les gens apprennent à la connaître, en fait. Je peux comprendre qu'elle n'en ait pas parlé. Mais à la fois, je me mets aussi à la place, comme tu disais, Adil, de la personne qui la rencontre et qui... Voilà, ils envisagent, ils se projettent sur une relation. Mais c'est vrai, à aucun moment, ils se sont posé la question, est-ce que c'est une personne, entre guillemets, normale? Il y a un jeune homme qui parle de... Oui, je sais pas, normal. Ouais. Qu'est-ce que c'est être normal? Elle a 2 bras, 2 jambes, c'est juste qu'elle ne peut pas se servir de ses jambes. Ouais. Encore là, on parle de la peur des gens, la peur de la personne d'en parler. De parler de son handicap et de préférer ne pas en parler et puis au moment venu, au moment de la rencontre, voilà. C'est une vision des choses et à la fois
la peur de l'inconnu des autres. Voilà, comment on va faire pour voyager, mais je vais pas te pousser. Voilà, c'est des contraintes, et c'est l'inconnu, c'est la peur. Et au final, des aménagements, il y en a. Enfin, il y a des choses à... C'est une personne normale. Enfin, j'aime pas ce mot normal. Parce qu'on est tous... Différents aussi. Différents aussi à la fois. Et là, c'est un handicap physique. Donc oui, qui se voit. Mais quelque part, je reviens un peu sur le film qu'on a vu aussi, presque. Être handicapé, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelque part, on n'est pas tous un petit peu on a des façons, on est doué avec des choses et on est moins doué sur certaines choses. C'est ça, voilà. Finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu handicapés ? Merci pour votre réaction à tous les deux. Je vous laisse repartir de ce plateau. Si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, avant que ça se finisse. Non, merci à toi, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe et à tous ceux qui nous regardent. Juste un dernier petit truc à rajouter. Donc, pour les hommes et les filles, les femmes qui se projettent dans une relation, n'hésitez pas à communiquer avec l'interlocuteur, surtout parce que c'est très important. Ne pas lui donner rendez-vous en lui disant rien, c'est important. Merci Adil. De rien. On passe au jingle et on va terminer avec notre petit jeu. On se retrouve avec... Attends, juste, je lui mets le micro. Ah oui, il faut que tu mettes le micro. Bon, alors on attend un peu. Cravate, pour qu'on puisse entendre tout le monde. Voilà, parfait. Donc on se retrouve avec Vincent, Victor et Adil pour notre petit quiz. Donc c'est surtout pour que vous en appreniez plus sur l'handicap. Vincent, je te laisse te présenter quand même. Bonjour à tous, moi je suis Vincent Amazuta, je suis chargé de communication à la mission locale d'Antibes. Voilà, donc c'est celui qui a réalisé la vidéo de Lisa qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. Victor ? Salut à tous, moi c'est Victor Maire, je suis chargé d'animation par la mission locale du Pays des Races. Voilà, coucou Isor. Salut Victor. Donc, fais une petite présentation. Tu veux te représenter ? Mais représente-toi Adil, vas-y. Adil, 31 ans et célibataire les filles. Cool. Tu veux dire ton Insta ? Ton Snap ? Mon Twitch, Pour draguer, c'est pas ça. Tu veux pas faire ta pub ? Moi, je t'ai proposé. Hein. Ça va. Merci Adil pour ce beau message. Live exceptionnel, merci beaucoup. Et on continue. Première question. Je ne montre pas parce qu'il y a mes réponses. C'est au plus rapide de répondre ou là, c'est QCM. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, en vrai, vous pouvez faire au premier. Le plus rapide, ça peut être drôle. C'est un peu loin pour... Ouais, Vincent, Vincent et moi, c'est un peu loin. Ouais. Quelle est l'origine du mot handicap ? Alors, du nom professeur handicap, médecin psychiatre autrichien connu pour sa description des déficiences mentales. C'est ainsi que l'on nommait les blessés de guerre au Moyen-Âge ou un jeu de troc anglais. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le troisième. Anglais ? Ouais. Tu me poses une colle.
Vincent? Peut-être l'origine du Moyen-Âge, peut-être. Moyen-Âge. Je pense que c'est assez ancien quand même. Quelqu'un sait dans le public? Moi, je dirais. L'Autrichien, ok. Je dirais les blessés de guerre, là. Moyen-Âge? Ouais. Donc vraiment, personne ne pense pareil, quoi. Attention, le terme handicap provient de l'anglais hand in cap. Avec mon petit accent là. Cette expression déroule d'un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots afin d'assurer l'égalité des chances des joueurs. Le handicap traduisait la situation négative défavorable de celui qui avait tiré un mauvais lot. Ce terme a par la suite été employé dans les courses hippiques et au golf pour finalement prendre le sens que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, vous pouvez ressortir ça en repas de famille. Étais sûr. On continue. Quel est le pourcentage de handicap invisible? 6%, 40%, 80%. Moi, je dirais 40. 40. Ouais. 40, c'est pour moi. Ouais, je pense 40. partir pareil. Ouais. Public? 80. La régie? 80 aussi. Moi, je dirais l'infini. Infini. Tu regardes sur ma feuille, toi, ça veut dire? Si, tu regardes sur ma feuille. Il triche là. Donc 80%. Ah ouais, oula. La grande majorité Bravo, des le personnes public. en situation de handicap ont un handicap invisible. Pourtant, dans l'imaginaire des gens, le handicap se limite souvent à une personne en fauteuil roulant avec des malformations physiques ou une canne blanche à la main. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, bien sûr. On continue. Le pourcentage de personnes handicapées de naissance est de 80%. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Je répète la question, Ouais, monsieur maire. s'il te plaît. Le pourcentage de personnes handicapées de naissance est de 80%. Vrai ou faux? Faux. Faux, ouais. Je pense qu'il y a des handicaps qui se développent plus tard que la naissance. Ouais. Est-ce que tu peux répéter? C'est bon, c'est bon. C'était une blague. Alors, Adil? C'est quoi les deux réponses? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est quoi le thème du live là On est où en fait, s'il vous plaît? Ah mais je suis né, merde. Mince. Faux, oui, c'est ça. Seulement 15% des personnes en situation de handicap le sont dès la naissance. On l'a dit tout à l'heure. Attention, que signifie RQTH? Reconnaissance qualité travailleur handicapé. Oui, j'ai même pas eu besoin de dire. Bravo, Adil. Ouais. Je suis reconnu RQTH. C'est pour ça. Tu te dois de savoir ce que c'est, oui. Ouais. Quel est le quota de travailleurs en situation de handicap obligatoire pour les entreprises de plus de 20 salariés? On va voir si tout le monde a écouté le live. 6%. Victor! Alors, moi j'étais un peu... Bah 6%. Voilà. C'est pas que tu avais soufflé la réponse. Seul, non mais tout seul. Alors, une maison des personnes handicapées, MDPH, est mise en place dans chaque région, chaque département, chaque commune. Chaque département. Ouais, c'est département, je crois aussi. Ouais, c'est ça, c'est département. Oui, c'est ça. Ma chaque maman- département. Ouais. Ma mère, elle travaille dans la MDPH de Grasse. Je crois. Ça. Bon alors je dis n'importe quoi. Il n'y a pas à Grasse. Alors je dis n'importe quoi. Oui, tu dis n'importe quoi. Moi je sais pas, c'est un endroit. C'est maison départementale des personnes en voilà, situation de handicap. j'ai dû me tromper avec quelque chose d'autre. C'est pas grave, t'as voulu. C'est pas pas- grave. c'est Moi, pas j'ai grave, on passe, tenté, on passe, j'ai y a pas de tenté. souci, on passe. On Je oublie. retenterai ma chance plus tard. Non. Quel célèbre compositeur était atteint de surdité? Oui, Garou. Je vais te dire. Ah. Antonio Vivaldi. Quoi? Ils ont la réponse. Vous avez la réponse? Oui, c'est ça, c'est Beethoven. Voilà. Super. Bravo. Bah voilà, c'est J'allais Beethoven. dire stagiaire, Antonio bravo, Vivaldi, Mozart ou Beethoven. Donc Ok, voilà, donc Beethoven, Beethoven. c'est ça. Sourd, il continua à composer et sortit sa 9e symphonie, devenue une référence. Regarde pas mes feuilles, toi. Non, t'inquiète, j'ai pas mes lunettes. T'inquiète pas. En quelle année la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a-t-elle été créée? Attends.
Il est dur ton questionnaire. Mais non, on en a parlé tout à l'heure, tu vas voir. Alors là, il va falloir recommencer de zéro. En fait. Je te le redise. Il va falloir En quelle année la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a-t-elle été créée? En 1987, en 1990, en 2005? 2005. Je sais que c'était la partie 2 du live. C'est 2005. Ouais. J'ai retenu le début des années 2000, mais ouais, c'était 2005. C'est assez récent. 11 février 2005. Voilà. Il y en a qui ont suivi. J'allais dire 1900 et quelques. Ouais, bravo. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées depuis la loi de 1975. Avant-dernière question. Le handicap est la 5e cause de discrimination en France. Vrai ou faux? Bah vrai. 5e, c'est quoi? Ah, moi j'ai peut-être la 3e. Moi je dirais faux. Faux, tu dirais faux, genre faux. première, deuxième, un truc comme ça? Ou faux plus loin? Faux. Moi je dirais première, deuxième. Ouais. Moi je dirais vrai. Parce que Tu je pense dirais qu'avant il y a tout 5e? ce qui est religion, ethnie et tout. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être 5e, ouais. Ouais, Et le genre vous? aussi. Vrai ou faux, 5e? Faux. Eh bien, c'est faux. Ah, dommage. C'est la 2e cause. Ah, la 2e. Je pense à la 3e. Derrière l'origine, comme tu disais. Ok. Voilà. La dernière question. Ah, on aurait pu rajouter le son. La majorité des personnes en situation de handicap se déplacent en fauteuil. Vrai ou faux? Faux. Bah, c'est faux. Merci. Et ben voilà, c'est comme ça que nous terminons ce live sur un beau petit quiz avec 3 beaux garçons à mes côtés. Ouais, Voilà, je pense. c'est nous, on est content de t'avoir à nos côtés quand même. Et célibataire, hein, je le rappelle. Eh bien, du coup, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la production de ce live, la régie, les missions locales, nos partenaires, les intervenants. Voilà, je ne vais pas tout citer tous les prénoms parce que bon, ça fait un peu long. On embrasse Noélie aussi qui devait être là mais qui a eu un petit problème. Merci à tout le monde d'avoir fait que ce live puisse être là. Il a duré assez longtemps, on a tenu jusqu'au bout, on a dit tout ce qu'il fallait. Dans le chat, vous avez été parfaits aussi, vous avez été réactifs. Donc c'est un live qui a appris aussi pour les autres. Enfin voilà. J'étais très heureuse de l'animer, très heureuse d'être avec vous tous et on vous embrasse tous. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux et gros bisous, à bientôt. On peut applaudir Isor s'il vous plaît? Bye bye tout le monde. Ciao, ciao, à bientôt. bisous, merci. Ciao.